Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Aujourd'hui, on va parler du State of Play de Overwatch 2 qui annonce des changements importants et de l'ESA qui se relève peut-être après la mort de l'E3. C'est parti, c'est le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. On est en février 2025 et c'est un épisode un petit peu plus court que d'habitude. Enfin, à chaque fois que je dis ça, c'est beaucoup plus long. J'ai des choses à gérer, donc on va faire vite et bien avec Eska. Comment ça va, Eska? Écoute, ça va plutôt bien. Demain soir, je suis en vacances, donc Oh, voilà, je suis très, très chargée au boulot, incroyable! mais mais À je quoi vais tu vas essayer de passer tes décompresser vacances? sur la semaine prochaine. Écoute, on va bouger un petit peu, on va aller voir, Bruxelles, Amsterdam et Paris avec la petite, histoire de lui faire, découvrir, le monde pas trop loin de chez nous. D'accord, très bien. Donc Tour Eiffel, Arc de Triomphe, tout ça? Les classiques du touriste de base Donc qu'elle bien a sûr vu tous les dans musées, c'est ça? Tu vas lui apprendre la alors culture. non, je pense qu'avec une petite de 4 ans, on va éviter les musées parce que j'ai peur 2 heures dans un que ça musée, toutes l'ennuie. les églises, toutes les tu vois, le Ouais. Sacré-Cœur, Notre-Dame, c'est ça que vous allez faire toute la journée, non-stop? Ouais, je trouve que l'avantage de Paris, c'est que juste en longeant les quais de Seine, tu vois déjà tellement de belles choses qu'au final, tu pas besoin, avec un petit, juste en restant dehors, tu peux voir plein de belles choses. Donc elle va retrouver ce qu'elle commence à voir dans les films, les dessins Très animés bien. là. Elle a vu Ratatouille et Miraculous, donc ça y est, la tour Eiffel, Donc elle va la voir en vrai, elle va elle être va voir les émerveillée. rats, elle va voir tout ça, tous ces cette merveille Les métros parisienne. qui puent la pisse. On a J'espère que son regard d'enfant, passera à côté de ça. On a des patriotes à remercier, Barry, Anderson, Dantas, Batista, Fresh Home, Gambay et Xandre, ainsi que le producteur de cet épisode, Lancelot Davizard. Merci à vous tous, patreon.com/rdvjeux, si vous souhaitez soutenir l'émission. Et comme je le disais, c'est une émission un petit peu plus courte que d'habitude. On va vous parler des news rapidement, sans s'étendre trop, parce que j'ai des choses à gérer, des inattendus. Et donc, on va se lancer tout de suite avec ce jingle que tout le monde adore, que les gens acclament dans la rue quand ils l'entendent. Les news et les grosses infos de la semaine. On commence avec le State of Play qui a eu lieu, c'était hier soir. Il y a eu beaucoup de choses hier soir, donc j'ai été un petit peu occupé pour préparer cette émission. Donc un State of Play de Sony qui a été, je pense, plutôt pas mal, plutôt intéressant. On a vu beaucoup de jeux et une chose que j'ai remarqué dans cette... Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, le State of Play, c'est les présentations de Sony où ils présentent des jeux partenaires. C'est pas les gros showcases où ils présentent leurs propres jeux, mais plutôt des jeux partenaires, même s'il y en a eu un à la fin de chez Sony. Et ce qui m'a frappé, c'est que, bien sûr, on a eu les grosses licences existantes, les suites, quelques remasters même, mais on a aussi eu beaucoup de jeux hyper intéressants, hyper originaux, qui sont pas des licences et qui me font penser que les gens qui disent que le jeu vidéo ne fait que des copies de ce qui existe déjà, eh ben en fait, ils devraient peut-être regarder ce State of Play parce qu'il y avait beaucoup de choses vraiment qui n'étaient pas basées sur des licences existantes. Je pense à Directive 820 qui est un jeu d'horreur science-fiction. Il y avait pas mal de science-fiction d'ailleurs dans ce State of Play. Midnight Walk, qui est un jeu qui est comment ça s'appelle, en stop motion avec des petites figurines, comment on dit, clay, de l'argile, non, je sais plus, mais vraiment avec un environnement genre en 3D, c'était beaucoup plus convaincant que ce qu'on voit d'habitude avec le stop motion, j'ai trouvé en tout cas. Il y Voilà, voilà, avait c'est gros mythe, tu veux dire, quand tu oui, dis, voilà, c'est Groomy, tout c'est plus. Là, on avait l'impression de voir un environnement de jeu en 3D classique, avec les mouvements de caméra, etc., mais avec ce truc stop motion fait avec des figurines ouais. existantes. Il y avait C'est quoi d'autre? très à Il y la mode avait en ce moment cette animation un Attends, peu stop motion. je vais finir sur les jeux qui m'ont marqué. Hell is Us, encore un jeu d'horreur. Il y avait pas mal de jeux d'horreur. Dreams of Another, c'était un jeu où on utilise des armes, non pas pour détruire, mais pour créer, avec un look vraiment peinture, avec plein de particules qui se forment quand on tire dessus pour créer des éléments d'environnement. Enfin, vraiment impressionnant. Il y avait quoi d'autre? Il y avait... je sais plus vraiment plein de choses. Metal Eden, encore un jeu d'action. Mind's Eye, un jeu d'action hyper explosif avec des ralentis. Et
la valeur de production, même sur ces jeux qui sont des jeux des AA, quoi, des équipes relativement petites, eh ben, elle était hyper élevée, tout était super beau. Moi, j'ai été assez impressionné, surtout pour ces jeux ces jeux originaux, quoi, ces nouvelles IP. Est-ce que toi, ça t'a plu, ce State of Play? Ouais, alors je suis pas forcément le public, pour tout ce qui a été annoncé. Il y a notamment pas mal de jeux d'horreur malheureusement, mais Effectivement. je suis d'accord avec toi qu'effectivement comment tu appelais ça? La business value? Non, je sais plus, pardon, ça La m'a sorti production du value. la production value, pardon, de certains titres, notamment tu as parlé de Directive 80-20 et de Mind's Eye est assez impressionnant. Enfin, visuellement, ça en jette. Après, moi, je suis toujours contente d'avoir des nouvelles de Split Fiction parce que je Qu'est-ce j'aime qu'il a beaucoup l'air ce que fait bien! Haze Light, donc ouais, il a l'air assez chouette, donc C'est en Joseph même temps, ils Fares nous et Haze l'ont Light, les jeux en coop, hein, comment ça s'appelait le truc de... Ah, j'oublie It Takes son Two. dernier. It Takes Two, voilà, effectivement. Ouais, et du coup, je pense qu'il est assez attendu. Donc voilà, après les autres titres, j'étais un peu moins, c'est moins ma came. Et ouais, ce que je te disais par rapport à, Midnight Walk, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une résurgence des jeux en faux stop motion. Il y a South of the West aussi qui a cet aspect, tu sais, le jeu dans le bayou là de South je of me rappelle plus. Midnight, South of Midnight, pardon, qui a cet aspect un peu, stop motion, effectivement, ouais. artificielle, on va dire. Il y en avait encore un autre que j'ai vu il y a quelques jours. J'ai l'impression que c'est fort à la mode en ce moment. Ouais, effectivement. Bon, donc c'est plutôt des trucs cool. Bien sûr, c'est des trucs cool en trailer. Il faut attendre de voir ce que donnent les jeux eux-mêmes, enfin pour de vrai, une fois qu'on les a dans les mains. Ouais. Un trailer, ça peut promettre beaucoup, et puis ensuite, si le gameplay est pas là, ça ne rend pas aussi bien. Un autre mot sur Sony, ils ont eu des très bons résultats. Il s'est vendu 75 millions de PlayStation, c'est depuis le lancement de PlayStation 5, j'entends. C'est plus sur la même durée que des PlayStation 4. Donc oui, ça se Waouh! vend pas trop, machin. Non, 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 ça se vend très très bien. Il y a aucun Alors qu'il y problème, avait eu des Sony va bien. problèmes d'appro, des gros Exactement. problèmes d'appro au début de la PS5 qu'il y avait pas eu pour la PS4 de mémoire, quoi, donc En enfin plus, pas oui. autant, Donc, ils ont rattrapé leur retard. On a aussi des infos de Matt Piscatella, notamment, et par des choses qu'ont indiqué Take-Two. En gros, on pense qu'il s'est vendu 75 millions de PlayStation et seulement 25 millions de Xbox Series. Donc, encore une fois, 3 fois Ah! moins. Je crois que sur la série précédente, sur la génération précédente, c'était 2 fois moins qui s'en étaient vendus. Aïe, aïe, Donc, voilà, pas très surprenant que ouais. Microsoft change de stratégie pour aller vers sortir leurs jeux sur toutes les consoles possibles. Parce que pour rentrer de l'argent, pour rembourser les 72 millions, 75 millions de Activision Blizzard et les 7 millions de Bethesda et machin, à un moment, il faut vendre des jeux et c'est pas sur Xbox que tu vas les vendre. Donc, Ouais, et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que le catalogue du Game Pass, il fait triste mine, les dernières nouveautés là, à part le Indiana Jones, ben, il y a c'est pas eu grand pas chose les qui gros fait un peu. trucs explosifs qu'on espérait voir arriver il y a Mmh. 4 ans quand Phil Spencer nous promettait des système sellers tout le temps, quoi. Puis il y a un autre facteur, je trouve, dans l'attrait du Game Pass, c'est que depuis sa sortie, c'était quand? C'était il y a 7 ans maintenant, ça fait un moment. Eh ben, la valeur du truc est forcément moins élevée parce que le problème qu'on a, c'est peut-être moi qui projette ma situation, mais le problème qu'on a avec les jeux, c'est pas que on veut acheter plus de jeux, et donc que le Game Pass serait intéressant parce que comme ça on peut jouer à plein de choses sans payer pour chaque jeu individuellement, c'est qu'on n'a plus le temps de jouer à tous les jeux qui sortent. Donc le fait de Ouais, t'en donner plein pour une somme modique, ça arrange pas tes affaires. De toute façon, t'as pas le temps de jouer au truc auquel tu veux jouer. Donc le Game Pass, intrinsèquement, sa valeur baisse. Et en plus, effectivement, Microsoft n'a pas tenu ses promesses de nous sortir des systèmes. Alors il y a eu des trucs sympas, hein, mais pas des trucs dont tu te dis, ça, je veux y jouer absolument. Et donc je l'ai sur le Game Pass, donc c'est intéressant de l'acheter, quoi. Bon. mmh mh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Deuxième news, Overwatch 2, oui, c'est un petit peu moi qui parle de l'un de mes jeux favoris. Overwatch 2 a fait une présentation intéressante sur l'évolution du jeu et la manière dont ils vont le changer
dans les années à venir. C'est une présentation qui pourrait sembler un petit peu anecdotique à première vue, c'est-à-dire qu'on nous présente des nouveaux modes de jeu, des changements sur le déroulement des parties, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression, en fait, que ce qu'ils indiquent, c'est ils ont enfin décidé d'adapter le jeu aux core gamers qui veulent s'investir dedans. C'est pas autant qu'un jeu comme League of Legends ou qu'un Valorant ou qu'un CS, ce genre de choses. Mais il n'empêche, il y a des choses comme l'évolution des personnages en cours de partie qui vont avoir des sortes de talents qu'ils vont devoir choisir, qui complexifient le jeu. Et donc ça complexifie, donc pour les gens qui sont un petit peu moins experts, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais pour les gens qui sont vraiment dédiés au jeu, ils vont pouvoir s'investir un petit peu plus. Il y a des choses comme le fait de bannir des héros, de choisir des cartes, l'interface qui va ajouter des détails sur les dégâts, le temps des coups, vraiment donner des détails sur le fonctionnement du jeu, etc., etc. Et tout ça, ça semble indiquer pour moi qu'ils veulent ajouter de la profondeur pour ceux qui veulent avoir de la profondeur. Et c'est un truc qu'ils avaient vraiment fui jusqu'à maintenant parce qu'ils voulaient faire un jeu pour tout le monde, hyper arcade, hyper accessible. Et donc, c'était compliqué de garder l'intérêt sur le long terme. Là, j'ai l'impression qu'ils veulent s'investir dans cette voie également. Je ne sais pas si ça suffira ou s'il est déjà trop tard de toute façon pour rattraper le retard qu'a pris Overwatch. Mais l'intention est là et c'est une intention qui est très différente, je trouve, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et apparemment, ils font revenir les loot box aussi? Alors oui, ça, c'est une victoire personnelle pour moi, tu sais, parce que Eh ben, je te rejoins. l'un de mes grands chevaux de bataille de ces dernières années, c'était de dire que les loot box d'Overwatch, c'était un bon système et de ne pas appliquer de manière dogmatique à Overwatch ou à toutes les loot box l'idée que les loot box, c'était un problème et que c'était une mécanique de prédateur, etc. Et parce que dans Overwatch, les loot box, elles étaient cool, et c'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils ont dû passer à Overwatch 2 et changer le modèle économique, parce qu'elles étaient tellement cool que les gens achetaient rien. On en recevait tellement. Mais donc là, j'imagine que ça va pas être autant, mais le retour des loot box, c'est si c'est bien implémenté, et on va en avoir dans le Battle Pass, on pourra en gagner en faisant des missions, etc. C'est un moyen très cool d'avoir des objets en plus. Évidemment, bon, ça reste Overwatch 2, ils vont continuer à faire des trucs que vous voudrez acheter aussi. Et puis j'ai cru comprendre que seuls les utilisateurs qui ont un compte payant pourront accéder aux loot box. J'ai J'ai peut-être mal cru. compris, mais Alors j'ai cru. Ce que tu veux dire par un compte payant, c'est qu'ils aient acheté le le Battle pass Pass. de combat, Non, ce qu'il ouais. disait, c'est qu'il y aurait aussi des loot box dans le Battle Pass gratuit et Ah! dans les missions qu'on peut faire de toute façon. Donc bon, OK, les talents que j'évoquais tout je vais à peut-être m'y l'heure. remettre. Voilà, tu vois, ils réussissent leur coup. Les talents dont je parlais tout à l'heure, c'est assez intéressant. C'est pendant la partie, on va avoir, à un moment, quand on aura fait assez de dégâts, on monte entre guillemets de niveau dans la partie, on va devoir choisir entre deux augmentations qui vont changer un petit peu le gameplay. Il y a des trucs comme, par exemple, le fait pour Pharah, que son truc qui fait le Concussive Blast, qui vous écarte de là où ça tape, et ben en fait là ça va vous ramener comme un trou noir et ça va donc vous permettre de taper les gens plus facilement. Il y a Torbjörn qui peut envoyer sa tourelle sur des murs avec cette augmentation. Orisa qui a un javelot, si elle le charge, et ben il va traverser plusieurs personnes et les faire déplacer plus loin. Enfin bref, plus que les détails des coups eux-mêmes, ça ajoute de la complexité au jeu et de la customisation. Et il y a aussi un nouveau mode qui s'appelle Stadium, qui se joue en 7 rounds gagnants et dans lequel on va pouvoir, à chaque round, acheter des bonus et des trucs pour améliorer nos performances et nos caractéristiques, un petit peu comme un CSGO, un petit peu comme un Valorant. Et c'est ça aussi qui me laisse penser qu'ils veulent que les experts, du coup, que
ça soit pas juste, bah, t'apprends le jeu pendant 10 heures et après tu sais plus ou moins jouer et c'est qu'une question d'amélioration à la marge. J'exagère bien sûr, hein, mais aussi il faut comprendre tous les systèmes du jeu et ses complexités comme ces jeux plus compliqués à appréhender, quoi. Et tout ça, ça s'appliquera surtout en compétitif. Le jeu reste très accessible dans les autres modes pour les joueurs plus casual, on va dire. Tu vas t'y remettre, ça y est? Non, en vrai, je dis ça pour rigoler parce que j'ai une pile de jeux tellement longue que je serais quand même curieuse de voir ce que ça apporte par rapport à mon dernier ressenti du jeu, voir si ça me réconcilie un peu avec le truc, mais je me demande aussi si c'est pas un peu en réaction avec, les parts de marché que Marvel Rivals ont dû leur prendre et qu'ils essayent pas aussi de se réaligner d'une façon ou d'une autre, Bah, le Marvel Rivals a certainement eu un impact sur le nombre de joueurs d'Overwatch, mais il est sorti il y a 2 mois et là, c'est des changements qui Ouais, prennent, tu vois, c'est le genre de truc qui a été c'est que initié il ça, y a un an et demi, quoi. Donc, je pense qu'ils très avaient clairement. conscience qu'ils devaient changer et c'est un truc qu'on dit sur Overwatch depuis des mois. Il faut qu'ils changent les choses sur Overwatch et qu'ils donnent plus de raisons aux gens d'y revenir et d'y rester. J'ai l'impression que c'est leur réponse à ce problème. Donc, bon, à C'est voir. c'est fou de se dire qu'ils ont si bien réussi avec le 1 et qu'ils galèrent autant avec le 2, quoi. C'est Mais c'est pas qu'il galère, tu sais, le truc, c'est que le truc qui est ironique, c'est que le 2, il est mieux que le 1. Il est plus fun, mmh. il est plus complet, il est plus varié, vraiment, mais il reste dans la même veine. Et au bout d'un moment, bah, tu peux changer les détails d'un jeu. Si t'as pas, comme sur des League of Legends, des Valorant, des CSGO, si t'as pas une profondeur qui va faire que tu vas toujours essayer d'apprendre plus, bah, c'est pas que tu vas pas y jouer, mais tu vas y jouer 50, 100 heures, 150. Ouais. Mais au bout de 150, tu as peut-être fait le tour du jeu, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut rajouter de la profondeur et j'ai l'impression que c'est la voie sur laquelle il s'engage. C'est une première étape, à voir ce que ça donnera par la suite. Non, c'est positif dans tous les cas, ouais. Troisième sujet que je voulais évoquer, c'est des news de l'ESA. Est-ce que tu sais ce que c'est l'ESA? J'ai le fil rouge sous les yeux, donc je vais pas tricher, je te laisse, L'ESA, l'ISA, c'est l'Electronic Software Association, qui est une organisation américaine de l'industrie du jeu vidéo, qui est composée de plein de membres du jeu vidéo et qui organisait l'E3 jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ils l'organisaient et c'était non seulement leur vitrine, mais aussi un moyen pour eux de gagner de l'argent. Et ils ont essayé de le faire survivre pendant des années. Clairement, étant donné que même leurs membres, quand je dis leurs membres, on parle de Sony, Nintendo, Microsoft, tous les gros éditeurs, etc. Et ben leurs membres, ils allaient plus à l'E3 parce qu'ils voulaient récupérer leur communication en interne. Et ben ils ont eu du mal à faire survivre cet événement jusqu'à qu'il soit mort de sa belle mort. Il y a quoi, 2 ans, quelque chose comme ça. Et ils ont annoncé ICON, enfin IICON, qui est spécifiquement l'Interactive Innovation Conference, dont la première aura lieu en avril 2026. Et ils ont complètement pivoté de manière assez intelligente, je trouve. Pour la première fois depuis des années, je peux dire que l'ISA fait quelque chose d'intelligent. C'est une conférence qui va être très tournée vers les professionnels et qui va faire intervenir des grands designers, des grands leaders, des grands noms de l'industrie pour parler à l'industrie. Donc c'est une sorte de conférence de l'industrie pour l'industrie qui va leur donner une certaine légitimité, une certaine existence, l'incarner dans le paysage médiatique, mais interne, qui est ce qui leur importe à l'ISA finalement, et leur permettre de continuer à peut-être justifier leur existence, parce que l'ISA sans E3, on se demande... Alors évidemment, ils font plein de choses, hein. Ils font du lobbying, ils représentent l'industrie auprès des instances gouvernementales, etc. Mais il leur fallait quand même une face publique, et ça peut fournir cet élément de leur activité de manière intelligente, encore une fois, parce que c'est pas tourné vers le public c'est terminé, c'est plus la peine d'essayer d'aller les choper parce que chaque société communique avec ses directs, avec ses showcases, avec ses machins, et donc là, c'est leur moyen de reprendre un petit peu la main sur cette activité. Je trouve que c'est malin. Je les attendais pas ouais, là, moi. je suis d'accord avec toi.
Je trouve que c'est très malin aussi et en plus, je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, ça met en avant d'autres personnes de l'industrie et effectivement, ça va peut-être donner à voir des choses qu'on n'a pas l'opportunité de voir ailleurs, quoi, donc très curieuse de ce que ça va donner. Écoute, on aura la réponse le 26, en 2026, en avril 2026. Peut-être même que ça pourrait être intéressant, effectivement, d'entendre des gens qui ont dirigé ces grandes boîtes ou même des petites boîtes parler de leur expérience et de ce qu'ils ont vécu et des événements de l'industrie. Bon, on verra ça. Bon, c'est pas tout de suite, hein, c'est dans un an. Et c'est tout pour notre première partie, les news importantes de la semaine. On va passer très rapidement aux jeux auxquels on a joué. Et je dis les jeux auxquels on a joué, en fait, c'est les jeux auxquels Escarina a joué, puisque moi, j'ai encore pas eu le temps de jouer à quoi que ce soit. Mais toi, tu as joué à Dragon Age de Veilguard. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, et ben, écoute, je suis tombée in love de ce jeu, je ne m'y Ah attendais oui! pas du tout. Je suis une fan de la première heure, de Dragon Age, j'avais adoré le 1 et le 2, un peu moins ceux qui ont suivi, mais voilà et sur Dragon Age Veilguard, j'avais entendu des retours qui étaient pas forcément très heureux sur le jeu. Donc je m'étais dit: «Bon, je le prends pas day one, je me le mets de côté, dès qu'il y a une promo, je l'achète et puis, j'y joue quand j'en ai l'occasion» et là, j'arrivais au bout de ma pile à jouer, donc pour te dire, je l'avais gardé, je l'avais gardé tout au fond de ma pile et je l'ai attaqué et en fait, j'ai adoré. J'adore. Je sais pas comment, j'ai encore un peu de mal à m'expliquer pourquoi. Déjà, je trouve que visuellement, il est super beau et il me donne tout ce que je recherche dans on va dire un CRPG, à l'occidental, aujourd'hui fantasy. Donc, avec, voilà, faut imaginer les mondes un peu à la Seigneur des Anneaux avec des elfes, des nains, tout ça, le truc un peu caricatural, mais malheureusement, c'est ce que j'aime. Donc c'est comme ça. Avec, voilà, des paysages, ça invite au voyage, on va dire, les univers, comme ça, un petit peu de l'imaginaire et je trouve que, au niveau manette en main, alors moi je joue à la manette, ça se joue super bien. Donc à l'inverse des précédents Dragon Age qui étaient un peu classiques, des CRPG où tu gérais une équipe en entier, tu sais, c'est le classique, tu as la vue du dessus et puis tu manipules les personnages un à un et tu leur fais adopter une tactique, tu lances tes sorts au clic et cetera. Enfin vraiment, faut imaginer ça un peu à la Baldur's Gate. Là, on n'est plus du tout là-dedans. Là, on n'a plus On qu'un contrôle seul qu'un seul personnage personnage, hein, oui, c'est ça. ouais, qu'on manipule, donc on manipule un personnage, on a, environ 2 compagnons, qui nous accompagnent et en fait, tu peux, faire lancer à chacun d'eux des sorts en fonction à certains moments clés, ils peuvent balancer des sorts et donc ça, tu le contrôles, mais tout le reste, les compagnons, sont autonomes. Pour l'instant, je joue en difficulté normale, ça m'a pas posé de problème parce qu'on sait que quand malheureusement l'IA des compagnons est mal gérée, ça met en difficulté et ça pose des problèmes en termes de plaisir de jeu. Là, c'est pas le cas et je trouve que la mécanique de combat, encore une fois manette en main, est hyper agréable. Alors c'est un peu particulier parce que, ça reprend un peu les bases de Donjons et Dragons et donc en fait au début t'as que 3 choix de classe, ce qui est assez limitant je trouve pour un RPG de ce type. Tu peux jouer guerrier, voleur ou magicien et moi je m'étais mise en tête de jouer une rôdeuse, une archère, donc j'étais un peu frustrée. Je me dis: «Bon, bah écoute, allez tant pis, je prends voleur» et en fait, une fois que tu es dans le jeu, tu as un arbre de compétences, un genre de sphérié, qui est devenu très classique maintenant. Tu vas venir, dépenser les points que tu gagnes à chaque niveau, tout ça c'est très classique et en fait Donc tu tu as peux pu choisir une construire ton spécialité archère. et je vais pouvoir me faire mon archère. Donc voilà, je trouve que pour l'instant, c'est plutôt bien écrit. Je retrouve les éléments que j'aime bien, c'est-à-dire le fait que tu aies un impact sur l'histoire, donc tu as des choix qui sont assez, qui vont te faire prendre des embranchements dans le scénario. C'était, une des forces de ce titre-là, un peu à la Mass Effect à l'époque, c'était tous ces jeux comme ça qui sortaient un petit peu en même temps et qui avaient ce genre de proposition-là que moi j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai pas vu de grosses mécaniques de craft ou de choses comme ça qui, pour moi, alourdissent l'expérience, donc Hmm. c'est plutôt, il y a juste ce qu'il faut. Ça a l'air d'être assez généreux sur le contenu, mais sans vouloir trop en faire. Je suis assez enchantée. Vraiment, je trouve qu'en plus la VF, est de qualité. Je suis très contente. Je sais pas comment le dire autrement. J'ai l'impression de lire Non, un mais bon c'est bien. bouquin, tu vois? Enfin, Tu sais,
C'est Je c'est m'amuse d'autant beaucoup. plus enthousiasmant que, bah, il a été un petit peu chahuté de Veilguard, à sa C'est sortie. ça. Alors, c'est peut-être exagéré de dire chahuté, mais il y a des gens qui l'aimaient bien, il y a des gens qui le trouvaient moyen. Est-ce que tu vois les raisons pour lesquelles certains l'auraient pas apprécié ou toi vraiment tu es juste émerveillé et tu le trouves, tu vois pas ces problèmes, potentiels? Alors je ne me rappelle plus ce qui lui avait été reproché. Je pense qu'effectivement, il diverge un petit peu au niveau de la proposition, le fait que tu tu plus qu'un seul personnage, manette en main, mais je me demande si c'était pas déjà le cas de l'opus juste précédent. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais, il y a peut-être cet aspect-là et le côté, effectivement un peu tu vois, ça reste des univers qui sont assez naïfs. C'est bien écrit, mais le scénario reste Il y a les je vais pas méchants et dire que les c'est plus du gentils tout et les blanc. méchants vont taper les gentils, quoi. Pardon, le Oui et contraire. ouais, bon, il y aura peut-être des retournements de situation, tu vois? Mmh, Mais, bon. Donc, oui, je pourrais éventuellement comprendre ça. Après, tu vois, ça a pas la profondeur d'écriture ou en termes de propositions de quêtes annexes que pourrait avoir un Witcher par en mmh. comparaison, tu vois? Ça n'a rien à voir et il est très linéaire. Donc, tu pas du tout dans un monde ouvert comme les précédents Dragon Age. Pour Ouais. l'instant, des tableaux et tu parcours les tableaux. Et moi, j'avoue que j'arrive à un âge où j'aime bien parce que du Mmh. coup, c'est straightforward, tu vois? Tu réfléchis pas, tu suis l'histoire et il y a un moment où tu peux, Quand heu, on en arrive à dire qu'une prendre qualité du jeu, c'est qu'on réfléchit pas, c'est qu'on a atteint un certain âge, effectivement. oui et puis, où tu sais que, tu as, couloir A, B, C, D et tu les fais dans l'ordre que tu veux. Ça te Mmh. propose des quêtes un petit peu différentes et puis tu y vas au rythme que tu veux et ça t'impose pas, des mondes monstrueux, tu sais un peu à la je sais pas, je veux dire à la les jeux un peu à la Ubisoft ou effectivement à la CD Projekt Red où tu as des mondes ouverts gigantesques, des points d'intérêt dans tous les sens toi tu es là et tu te dis: «Putain je j'ai pas 150 heures à passer sur le jeu». Donc, je pourrais comprendre que ça, ce soit pas une qualité pour certains, mais me concernant, du coup, ça rentre dans les cases, quoi. Donc du coup, j'aime bien. Je trouve que c'est bien fait, c'est tu as du fun tout de suite. Voilà, pour l'instant, je m'amuse bien, quoi. Eh ben, écoute, 1 point de plus pour Dragon Age de Veilguard. En plus, je crois qu'il est en promotion régulièrement, comme tu le disais là, déjà. Ouais, je l'ai payé Donc, pas cher, hein. ouais, Je l'ai payé 20 €, c'est déjà beaucoup, tu vois? peut-être à ajouter à votre longue liste, de jeux à faire que que vous n'avez pas le temps de faire. Tu as aussi joué alors, comme toujours, tu nous, parles d'un tout petit jeu indé, un petit peu qui est bien dans la vibe indé. C'est quoi Tiny Bookshop? Alors effectivement, c'est un jeu Escarinacor, comme on me l'a dit. C'est un auditeur de Super Gamerside qui m'a envoyé ça, qui m'a dit: «Oh regarde, ça va te plaire, c'est obligé». Effectivement, bien évidemment que ça allait me plaire. C'est un jeu où tu as un food truck de livres. Alors du coup, c'est un book truck, donc une espèce de caravane comme ça que tu balades de village en village et donc tu es un libraire et tu dois, garnir tes étagères de différents types de livres. Donc tu as du genre policier, tu as du livre de voyage, tu as de la jeunesse, enfin tu as vraiment plein de choses et c'est hyper mignon, enfin visuellement c'est tout choupi et donc tu des gens du village où tu t'installes qui viennent faire leurs achats chez toi et donc tu dois les conseiller. Donc il y a des gens qui disent: «Je sais pas trop quoi acheter, j'aime bien ça, 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 qu'est-ce que vous me conseillez?» Il y a un petit côté un peu QCM, tu sais, où tu dois dire: «Alors il aime tout ça, donc moi je pense qu'il va aimer ça», puis tu lui conseilles. Enfin voilà, c'est un simulateur, on va dire, de libraire, nomade, mais bon, bien sûr, tu as pas tous les aspects financiers et tout que tu as en tant qu'auto-entrepreneur, toi-même tu pourrais Est-ce que tu dois faire ta témoigner. déclaration de TVA quand tu dépasses, Ouais, 25 000 € je crois de pas. chiffre d'affaires? Voilà. Non, ça va. Ils ont retiré tous les trucs chiants et ils ont laissé que les trucs bien. Et alors pour l'instant, il est qu'en démo sur Steam. Je ne sais plus quand est-ce qu'il sort exactement. Je peux aller vérifier ça très vite. Mais, moi la démo, j'en avais pas assez. D'ailleurs, je leur ai envoyé un message sur Blue Sky en leur disant: «C'est honteux, votre démo, elle est beaucoup trop courte, je veux jouer au jeu en entier, quand est-ce que vous le sortez?» Bon, a priori, c'est 2025, hein, donc Ah oui, il y a pardon, pas j'avais pas encore de entendu que sortie c'est une prévue. démo, uniquement, OK. Oui, ouais, donc c'est un genre de d'early access, mais vraiment, tout Mmh. mini, quoi, donc une démo, comme on appelait ça, dans l'ancien temps. Donc
ça coûte littéralement rien de faire la démo si vous avez un doute. En plus, la démo, du coup, est vraiment très courte, mais ça donne l'essence du jeu. Franchement, c'est hyper mignon. Alors, pour moi, ce sera Day One, c'est sûr. Ça est tous mes kinks et je rêvais d'être libraire ou journaliste dans une ancienne vie, tu vois? Donc, là, Les jeux j'avoue que j'ai vidéo eu t'aident à un réaliser tes rêves, c'est merveilleux. exactement, c'est pas beau la vie. Donc voilà, puis en plus, tu peux décorer ta roulotte, tu peux rajouter des trucs, Changer les mettre la couleurs, couleur que tout tu ça, veux sur ouais. les murs, enfin bref, tout ce que j'aime, Magnifique. quoi. Tiny Je sais pas quoi dire de Bookshop. mieux. Tiny Bookshop, merci Eska. Et bah moi, j'ai pas eu le temps de jouer à quoi que ce soit. Si j'ai fait 2 fois une demi-heure de Street Fighter 6 encore, hein, je me prépare doucement à l'Evo Nice 2025. Euh, j'ai pas fait plus que ça, mais je me maintiens toujours, donc C'est je quand? suis content. C'est en octobre, je crois. J'ai encore un peu de temps, Ça, tu encore le temps. c'est ça. Donc voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps et on passe à la dernière section où on va couvrir un petit peu plus rapidement quelques news plus rapides. D'abord, une chose qui est un petit peu passée inaperçue. Avowed, le jeu donc de Microsoft, proposera le cross-buy. Ça veut dire qu'on l'achète une fois, il est disponible partout, entre Xbox et PC, mais PC sur Battle.net. Et ça veut dire que, alors, si Mmh. on l'achète sur Xbox, on peut le télécharger sur Battle.net, sur PC. Si on l'achète sur Battle.net, on peut le télécharger sur Xbox. Par contre, ça ne concerne pas Steam. Et je trouve ça hyper malin, Mmh. parce que ça veut dire que Microsoft est en train de tirer parti, tirer profit de Battle.net, qui est un launcher qui est déjà établi, qui a des dizaines, peut-être même des centaines de millions d'utilisateurs déjà, qui veulent bien l'installer, contrairement à un launcher EA ou Ubisoft ou ce genre de truc. Alors, Microsoft a déjà un launcher avec le launcher Xbox, mais je crois qu'il est moins populaire que le launcher de Blizzard. On avait déjà Call of Duty chez Blizzard, mais là, Microsoft commence à y rajouter ses propres jeux. Ça veut dire qu'on peut acheter Avowed sur Battle.net et donc installé par Battle.net. Donc le temps où Battle.net c'était uniquement Blizzard, bah, je crois que maintenant il est complètement révolu. Et c'est hyper malin de la part de Microsoft parce que, vous le savez, tous les gros éditeurs ont essayé d'avoir leur propre launcher, évidemment. Tous ont essayé d'avoir leur propre launcher. Ça n'a pas marché parce que Steam a une mainmise totale sur le jeu PC. Même Epic, en filant des jeux gratuits tous les jours, n'a pas réussi à s'imposer autant que Steam. Et là, ils ont déjà un launcher, donc autant l'utiliser. Et la raison pour laquelle ils veulent le launcher, c'est comme la raison pour laquelle ils veulent des consoles, mais ils n'y arrivent pas. C'est que ils n'ont pas besoin de payer les 30% à Steam quand quelqu'un achète leur jeu là-dessus. Donc, et en plus, là, il y a un intérêt, il y a un vrai intérêt à utiliser Battle.net parce que le cross-buy, c'est un avantage énorme, quoi. Donc, voilà. Et j'imagine qu'il Ouais. y a du cross-save aussi en plus. Ça, c'est vraiment une habitude de jeu qui s'est installée chez moi de pouvoir, passer et je l'ai vu notamment avec Indiana Jones. Alors cette fois sur le Game Pass justement, j'allais Attends, te demander excuse-moi, si je dois faire une petite pause. Je reviens tout de suite. Pardon. C'est reparti. J'ai dû arrêter un instant. Tu disais quoi, Eska? je disais que, effectivement, j'avais 2 choses à dire. Je vais commencer par la première qui va aller vite, c'est que j'ai une habitude de jeu qui s'est installée, un confort, auquel je commence à avoir du mal à me défaire, qui est de pouvoir passer du PC à la télé pour jouer au même jeu et notamment sur Indiana Jones, le fait de passer de mon compte, de mon Game Pass, sur le PC au GeForce Now sur, la télé pour pouvoir, récupérer, ma session. J'avoue que c'est un confort, tu vois, je m'attendais pas à voir c'est ma nouvelle habitude de jeu 2024. J'aurais pas cru et j'avoue que c'est très agréable. Je sais pas si toi tu as ce genre d'habitude aussi? Pour certains jeux, oui, ça peut être hyper pratique et certainement le fait d'avoir l'option, c'est ça qui est intéressant, tu vois? Ouais, De dire: «Je peux si je des veux» jeux et donc pour, si vous l'achetez sur PC, autant l'acheter sur Battle.net, quoi. ouais et du coup, je me posais la question, Avoid sur Game Pass? Avowed, pas Avoid. Pas de Avowed sur le Game Pass, tu penses? Si, si, bien sûr, mais sur le Game Pass en version Ultimate. Ouais, mais donc du coup, est-ce que si tu l'achètes sur le Game Pass, tu vas aussi l'avoir sur Battle.net et Si tu l'as sur le Game sur tes Pass, 2 est-ce que tu l'as plateformes? aussi? Ah, ça, c'est une bonne question. Si tu as le Game Pass, est-ce que tu peux y jouer sur Battle.net?
Mmh. C'est une bonne question. Il est disponible aujourd'hui en Early Access. Je t'avoue que je ne suis pas sûr. En théorie, il est disponible sur le Game Pass. C'est l'Ultimate, donc tu l'as aussi sur PC, oui. Et donc, oui, peut-être qu'il passe par bah oui, par Battle.net plutôt que par Est-ce qu'il est sur l'app Xbox? Je sais même pas. Tu vois? Et toi, tu avais envie d'y jouer à Avowed ou pas? Parce que là, pour le coup, en termes de jeu fantasy, hyper, dans les clichés, Je suis pas sûr, je t'avoue. Peut-être, mais je suis pas. Je le vois pas sur l'app Xbox. Ah si, il est sur l'app Xbox. Il est sur l'app Xbox, donc il y est bien aussi. Je voudrais y jouer, oui, mais après c'est une question de temps, tu vois. ouais, et c'est typiquement le genre de jeu, on en parlait pour Dragon Age, mais qui te bouffe tout de suite, 40-50 heures, voire plus, hein, donc Exactement. ouais, c'est sûr que Autre info que je voulais traiter, c'est qu'aujourd'hui a lieu... Ah si, puisqu'on parle de Battle.net, il y a World of Warcraft qui a publié les détails de ses maisons pour la prochaine extension, du housing pour la prochaine extension. Ça a l'air très cool, hein. Tu as, bien sûr, c'est instancié, donc tu as autant de... tu as un quartier pour chaque faction, pour la Horde et l'Alliance, avec une cinquantaine de maisons. C'est instancié, donc tu peux avoir ta propre maison dans un quartier avec d'autres personnes, mais tu peux aussi du coup te dire on va créer notre propre quartier avec nos potes et avec notre guilde pour avoir ton quartier, quoi. C'est une instance de ton ouais. quartier, c'est plutôt cool. Ça a l'air très sympa, je vous laisserai aller voir l'article sur le blog. Mais l'autre chose que je voulais Parce qu'il fai mentionner, pardon. il faisait déjà du housing, hein, sur, World of Warcraft, ça c'est pas nouveau par contre. Ah non, 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 il n'y avait pas de housing. Il y a eu du housing dans FF14 et les maisons sont limitées en nombre. Donc, il faut que tu la maintiennes, sinon elle est détruite. Ah! Et tu dois payer des millions d'euros pour Ah avoir des ouais? millions de trucs en jeu pour pouvoir Ah oui. t'acheter une maison parce que c'est limité, tu vois. Il y en a genre, je sais plus combien, quelques centaines Je pensais qu'il l'avait par introduit il y a serveur. quelques années avec le système de je sais plus si c'était les factions ou les tribus, que tu pouvais avoir un village avec ton groupe, Non, alors tu avais les garnisons, enfin en français, je sais plus si c'était les garnisons, mais en anglais c'était les garrisons, et c'était pas vraiment, c'était une sorte d'approche du housing, mais c'était limité à une extension, et là, ça va être une fonctionnalité sur le long terme, donc tu vas garder ta maison, tu vas pouvoir la OK, décorer, tout ça, sur plein d'accord. d'extensions. Les garrisons, c'était sympa, mais c'était effectivement une version du housing, mais très spécifique à, à quoi? Bah, à cette extension-là. Ouais. Enfin, le syndicat national des travailleurs du jeu vidéo, le syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, a lancé une grève générale dans l'industrie pour aujourd'hui. Donc, elle est en cours. C'est notable, évidemment. C'est la première fois qu'il y a une grève dans l'industrie du jeu vidéo de l'histoire du jeu vidéo en France. Et il faut savoir que même si on est très syndiqué en France, le jeu vidéo est un domaine qui est assez peu syndiqué. Alors leur revendication, c'est le maintien des emplois, l'annulation des licenciements et la responsabilisation des décisionnaires, la transparence des entreprises et de leurs finances et santé économique. Et un partage des bénéfices, Ils veulent aussi la prise en compte de la santé au travail et de la vie personnelle et par la réorganisation du travail et la réduction du temps de travail. Là, je ne sais pas si ça parle de crunch ou simplement de réduction en général. J'imagine que c'est de crunch que ça parle. Puis ensuite, la participation directe des travailleurs et des travailleuses aux prises de décision de leurs entreprises pour éviter les erreurs de direction et contrôler le bon usage des finances privées et publiques. Alors, il y a des revendications que je comprends, des revendications comme la participation directe des travailleurs et des travailleuses aux prises de décision de leur entreprise. Ça, j'avoue que je comprends un peu moins. C'est quand même un peu étrange comme revendication. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un défaut de communication. Les travailleurs, les employés sont en discussion avec leurs responsables depuis des mois et visiblement les discussions n'aboutissent pas et surtout, alors que les discussions n'aboutissent pas, c'est une chose, mais il semble qu'ils ne se comprennent pas, qu'ils parlent et qu'ils ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas. Alors peut-être que c'est sur des sujets un petit peu compliqués
comme l'histoire de la participation aux prises de décision, que vraiment, bon. Et peut-être que c'est sur des questions plus sérieuses, comme les questions de harcèlement, de crunch et de temps de travail, par exemple, qu'ils évoquent. Bon, on leur laissera la primeur de ces discussions parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il en retourne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Et c'est peut-être le que télétravail aussi, hein. ça Je doit crois que jouer les peut-être. discussions autour du télétravail, ça revient très souvent en ce moment dans ces Ouais. sujets-là. Mm. Donc voilà, la grève générale, on verra combien de temps, enfin si elle est vraiment suivie, et puis je ne sais pas si elle est reconduite au-delà de la journée du 13 février. A priori, c'est qu'une journée, mais on verra ce que ça donne. Et Et puis, je sais pas si tu as vu, mais pardon, ils ont fait un bundle, un grève bundle, sur Itch.io pour, soutenir les grévistes, d'accord. où tu peux acheter un bundle à 1, 5 ou 10 $ avec plein de petits jeux dedans, si tu veux les soutenir. Voilà. Eh ben, vous pouvez. Et ils se réunissent sur la place de la Bastille à 15 heures aujourd'hui. On enregistre un petit peu avant. Ils sont dans d'autres pays, dans d'autres villes aussi. Je crains que ça fasse pas grand monde sur la place de la Bastille pour les travailleurs du jeu vidéo, mais peut-être, hein. On verra. À propos de grandes entreprises, Grand Theft Auto 6 serait, selon 2K, encore prévu pour 2025. Alors, il est prévu pour 2025 jusqu'à ce qu'il soit plus prévu pour 2025, mais il n'empêche, ils avaient Oui. l'opportunité là d'annoncer un retard et ils n'ont rien dit du tout. Alors, c'était à leurs actionnaires, hein, c'était les infos aux actionnaires. Euh, Quand tu donnes pas des mauvaises nouvelles sans en être absolument sûr aux actionnaires, mais en tout cas là ils disent qu'il sortira toujours en 2025. Faut savoir que GTA 6 c'est le jeu que tout le monde essaye de dodger comme les balles dans Matrix, comme Neo les évite en se penchant en arrière, parce que personne veut sortir en même temps que ce jeu. GTA 6 c'est comme GTA 5 le jeu que tout le monde achète. Alors que généralement, dans le jeu vidéo, chaque année, il y a 2 jeux que tout le monde achète. Tout le monde, je veux dire le vrai public du jeu vidéo et pas nous, les core gamers. C'est Call of Duty et FIFA, ou Call of Duty ou FIFA. Quand tu rajoutes GTA 6 en plus, ça grève le budget des joueurs. Et du coup, personne veut arriver en même temps et tout le monde en a peur, sauf bien sûr les vendeurs de consoles, comme Sony par exemple, qui va pouvoir dire le meilleur moyen de jouer à GTA 6, ça sera sur PS5 Pro. Ah, regardez, 800 € seulement, ça va être de la pub comme ça partout. Il faut savoir qu'il ne sort pas sur PC à la sortie. Rocksteady revient à Batman après l'échec de Suicide Squad. Ils vont développer un jeu Batman solo, semble-t-il. J'ai du mal à pas voir ça comme un retour en arrière, en fait. J'aurais presque préféré qu'ils partent sur encore autre chose, parce qu'ils ont fait toute la série Arkham, enfin les meilleurs Arkham, et puis ils ont essayé de faire autre chose avec Suicide Squad, ça n'a pas marché. Les voir revenir vers Arkham, je me dis presque que c'est dommage. Mais bon, j'aime beaucoup Arkham, hein, je les ai adorés, donc peut-être que ça sera bien, mais je sais pas. Ils se raccrochent Donc, peut-être justement à ce qui a marché, quoi. ah bah On verra ça c'est bien. certain, oui. Quoi d'autre? Il y a des brevets sur les Joy-Con souris de Nintendo qui confirment encore un petit peu plus la fonctionnalité. On verra ce que ça donne. Et quoi d'autre? Oui, allez, quelques chiffres pour finir. Farming Simulator, tu sais combien de ventes ça représente? Tu le sais Alors, parce je que ne tu sais pas vois combien, le... je sais que c'est oui, je le vois. Mais je vais être honnête, je ne sais pas combien, je sais juste que c'est beaucoup et il me semble de mémoire qu'ils ont une grosse partie de leur communauté en Allemagne. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais Bah oui, oui, bien sûr, les Allemands sont très très friands de simulation de, de ils ferme, commencent en food de farming. tracteur. 40 millions. 40 millions d'exemplaires. 40 000 000, Tu te rends compte? waouh, 40 millions. c'est beaucoup trop. Manor Lords, à lui seul, enfin Manor Lords a fait 3 millions. C'est pas mal non plus, hein. C'est vrai, pour un jeu de cette, envergure, c'est vraiment très, très Bah bien, ouais. oui, ça a l'air d'être un jeu niche quand même. Bah oui, la niche, elle est de 3 Ah, millions, quoi. complètement. Mais tu sais, je pense que ça fait partie de ces jeux, qui ont été un peu pris, de d'amour par les streamers et qui du coup ont eu une renommée inattendue. C'est possible, ouais, tout à fait. Méritée. Et mérité. Bah écoutez, c'est sur ces chiffres qu'on va conclure cet épisode un petit peu plus court que d'habitude. Merci d'avoir été avec nous. Eska, est-ce que tu peux me dire où on peut te retrouver sur Internet? Oui, mais j'ai oublié de te dire un truc hyper important, Ah là là, Patrick. dis-moi. J'ai joué à Mini Shoot Adventures et j'ai adoré. Donc Évidemment voilà. que tu as adoré, évidemment. C'est un J'ai jeu adoré. Merci formidable. beaucoup pour cette reco. Eh ouais, franchement, je pense qu'il aurait fait partie de mes GOTY, Ah oui, 2024 si je l'avais fait à temps. Donc voilà, merci beaucoup pour la reco, j'ai adoré, je suis contre toute attente. heureux d'avoir pu donner un petit peu plus de visibilité à ce jeu formidable.
Ouais, franchement, c'était top et du Où te coup, on peut me retrouve-t-on? retrouver sur Blue Sky Escarina_, sur, Kiss My Geek et sur, Super Gamerside et beh, justement, on a fait un petit épisode sur nos attentes pour 2025, tu vois? Donc, après le GOTY 2024, hop, on enchaîne. Magnifique, Kiss My Geek et Super Gamerside en podcast. Pour ma part, c'est Notepatrick, vous me connaissez un petit peu partout sur internet, notepatrick.com sur Blue Sky, le Discord où il y a des gens sympas, la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner et bien sûr le Patreon, patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission financièrement. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao!